Binge Audio. Préparé avec amour et fait avec amour. Il y a peu dans ce podcast, nous évoquions la question des grands ensembles et plus généralement des quartiers dits populaires. Leur destinée sinueuse dans notre histoire collective, entre utopie urbaine et des amours croissants, les plans successifs pour les faire évoluer, parfois à coups de pelleteuse, et enfin le retour en grâce d'une idée toute simple, la réhabilitation. Comment redonner un élan neuf à ces espaces souvent fragilisés sans pour autant faire table rase de leur histoire et de leur patrimoine ? C'est la philosophie du concours d'architecture Quartiers de demain, un projet porté par l'État au cours duquel 10 quartiers répartis sur le territoire vont écrire leur avenir. Un projet dont on va suivre les coulisses grâce à ma camarade Camille Jusa qui va en documenter toutes les étapes dans une série au long cours qu'on fabrique en partenariat avec l'Europe des projets architecturaux et dont voici le premier épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. La fabrique des quartiers de demain, Camille Jusa, Clément Morel. « 14 novembre 2024, RERD, direction Corbeil-Essonnes. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel d'un grand concours d'architecture, d'urbanisme et de paysagisme qui va avoir lieu simultanément dans 10 quartiers populaires de France, 10 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Un concours international dans un quartier politique de la ville, c'est super rare. Mais 10 quartiers d'un coup, c'est carrément une exception. En France, ce qu'on fait beaucoup dans les quartiers politiques de la ville depuis 2003, dans le cadre d'une loi qui s'appelle ANRU, qui est dédiée à la rénovation urbaine des quartiers populaires, c'est qu'on démolit et on reconstruit. Alors 10 concours internationaux d'architecture, d'urbanisme et de paysagisme dans 10 quartiers populaires, on s'est dit que c'était suffisamment inédit pour qu'on aille voir. Je crois que nous allons appuyer ensemble sur le bouton, monsieur le maire. Oh non, On a mis beaucoup d'argent pour cette politique des grands ensembles, mais on a mis juste l'argent qu'il fallait, pas un centime de plus. Cité des 4000 à la Courneuve, la tour de Bussy est dynamitée. Bravo, une chute au mètre près, une première européenne. Vous auriez préféré la garder ? Bah ouais, quand même, j'ai passé toute ma jeunesse, quoi, dedans. On les appelle les grands ensembles, on les appelle aussi les villes dortoirs. On vit en insécurité. On en a marre d'enterrer nos enfants. On est fatigués. Le désenclavement des bâtiments passe par 600 kg de dynamite. Il faudra 4 mois pour évacuer les gravats et plusieurs années pour replanter un nouveau quartier, plus humain. C'est toute notre enfance, notre vie. C'est un grand moment d'émotion. Épisode 1, le concours. Le bras de fer est pris de nos pôles. Attention à la marche en descendant du train. Cette histoire, on l'a fait démarrer là, dans cette rame de RER, le jour du lancement de cette grande consultation. Mais en réalité, on pourrait la faire démarrer ici. Mais non. Dans ce gymnase du quartier de la Busserie à Marseille, fin juin 2023. Non, mais attendez. Moi, je dis juste que... Là, c'est Emmanuel Macron qu'on entend. Il est en train de discuter avec des habitants du quartier et c'est assez tendu. Je dis habitants, mais en fait, je devrais dire habitantes, parce que la grande majorité des personnes qui prennent la parole, ce sont des femmes, des mères de famille très impliquées dans leur quartier, et elles racontent toutes à peu près la même histoire. Je voulais juste rappeler les conditions de vie des adolescents et des jeunes dans les quartiers nord de Marseille. Les adolescents ont peur de sortir, les parents ont peur de les laisser sortir. On les laisse plus faire les activités le soir, on les laisse plus aller aux devoirs parce que ça devient de plus en plus dangereux. C'est de pire en pire. Et dans ce cadre-là, il n'y a plus d'égalité des chances. Monsieur le Président, déjà, je tenais à vous dire que j'ai mes 2 parents qui sont handicapés, qui habitent au 3e étage dans un bâtiment délabré du Vieux-Port. Sachant que moi, je suis aide-soignante, je m'occupe de nos aînés et que de voir des aînés se dégrader à cause des habitations, en plus de ça, c'est pas des personnes qui sont en retard de loyer. Deuxième point, ici, vous êtes venu à Busserine, Monsieur le Président. C'était tout beau, c'était tout propre. D'habitude, c'est pas comme ça.
D'habitude, c'est sale. D'habitude, on a les poubelles au milieu de la route. Je vous ai écouté, on va tous rester... Non, on va tous rester calmes. On a vu dans certains quartiers des gens se jeter par terre juste au bruit d'un pétard qu'un enfant jouait. On a vu pendant les activités, des règlements de compte, des enfants par les fenêtres hurler parce qu'on venait de tuer quelqu'un juste en bas de leur maison. Je suis une habitante du Mail. Là, je parle pour tous les habitants. On en a marre, on est fatigué. Ça, je m'adresse à vous, Monsieur le Président. Il n'y a pas d'ascenseur. Même dans les cages des escaliers, il n'y a pas la lumière. Même le médecin, il ne vient plus. On appelle le 17, il ne vient pas. Le 18, il n'y a personne qui vient. On est en France, on voit des armes. On en a marre d'enterrer nos enfants. On est fatigués. Bien. Alors, attendez. On va essayer de prendre les choses avec méthode. Alors, je réponds. Macron a répondu à ces femmes sur la sécurité, sur l'école, sur les logements. Vous ne pouvez pas me dire vous êtes venus et il n'y a rien qui a été fait. Madame, écoutez-moi. Et puis, au bout de 2h33, le président a fait cette annonce. Je veux aussi qu'on lance un concours, justement, de 10 quartiers 2030. Ces 10 quartiers, on va faire des concours d'architectes et on va y mettre véritablement, en associant la population, les moyens pour que des gestes architecturaux, du beau soit fait dans nos quartiers. Ce qu'on veut, c'est véritablement avoir les meilleurs architectes au monde qui viennent dans nos quartiers. Et il y aura un de ces quartiers qui sera à Marseille, puisqu'en en parlant avec la ville, on a compris qu'il y avait aussi un appétit pour le faire. Et donc, on va ensemble définir le quartier qui pourra faire l'objet justement d'un de ces 10 quartiers 2030 et qui aura un geste architectural formidable et un peu spécifique. Voilà. 1 an et demi après, le concours baptisé Quartier de demain est sur sa rampe de lancement. Sur les 1362 quartiers politiques de la ville, une quarantaine a déposé une candidature et 10 ont été retenus un peu partout en France. Ce que je trouve intéressant, c'est que pour la plupart des gens, les grands ensembles, les quartiers populaires, ont très peu de valeur architecturale ou patrimoniale. Souvent, on se dit, en voyant ces quartiers, mais comment on a pu faire ça, ou bien c'est moche, ou bien j'aime pas. C'est vrai que certains ont été mal dessinés, ou mal construits. Céline Laurent dirige cette grande opération de quartier de demain pour un opérateur interministériel qui s'appelle le GIP, Europe des projets architecturaux et urbains. Et elle m'explique pourquoi cette consultation dans ces 10 quartiers procède d'une nouvelle logique. Et c'est cette logique que moi je trouve passionnante aujourd'hui. Aujourd'hui, on va peut-être plus être dans des logiques de cas par cas, de subtilité. On arrive dans des quartiers soit qui ont déjà été transformés, soit qui nécessitaient pas forcément des grandes transformations de démolition-reconstruction. Et on arrive dans cette phase où maintenant on va plus travailler effectivement sur le déjà là, la restructuration, les espaces publics qui ont finalement été souvent un peu délaissés dans leur transformation et dont on se rend compte qu'ils ont un effet très fort pour activer, pour animer les sites, pour faire un lien entre le reste de la ville et ses quartiers. Et avec l'objectif toujours que ces quartiers redeviennent des quartiers ordinaires, finalement, au sens positif du terme, et qu'on les remette dans la ville de manière assez forte, voire qu'on attire dans ces quartiers des personnes du reste de la ville ou de l'agglomération qui n'y viennent jamais. Donc, on crée des centralités, en fait. Prochain arrêt, next stop. Proxima parada, Corbeil-Essonnes. Terminus du train. To be our last stop. Proxima parada y finge trayecto. À ce moment-là, la ligne du RER D fait un grand virage. À gauche, la Seine et la vieille ville de Corbeil. À droite, il y a un coteau et sur ce coteau, on voit de grandes tours qui se dressent comme ça jusqu'en haut de la colline. C'est la cité des Tarterets et elle fait partie des 10 sites sélectionnés. Corbeil-Essonnes, terminus du train. Lancer ce concours aux Tarterets, c'est hyper symbolique. Les Tarterets, c'est un quartier très connu, très médiatisé. Peut-être que vous en avez entendu parler à cause de sa grande rivalité avec 2 autres grandes cités de l'Essonne, les Pyramides et Grigny-la-Grande-Borne. Il était 9h40, 2 bandes rivales, les Tarterets de Corbeil, les Pyramides d'Evry s'affrontent verbalement. Le ton monte, le jeune Sinan est tué d'une balle dans la gorge, il avait 17 ans. Ça, c'était en 98.
Mais peut-être que vous connaissez les Tarterets à cause des violences policières qui déclenchent régulièrement des révoltes. Et puis, peut-être que vous connaissez aussi peut-être les Tarterets parce que vous aimez PNL et que les deux frères ont grandi là-bas et ont beaucoup documenté leur quartier. C'est donc un quartier qui est à la fois très délaissé, mais aussi très surveillé. Depuis une vingtaine d'années, il a été beaucoup transformé. Je vous parlais d'un bouquet de tours qu'on apercevait depuis le RER sur la colline. Il faut imaginer qu'il y en avait 11 de plus il y a 20 ans. 11 qui ont été mises par terre. Alors ce qui va faire l'objet du concours ici, c'est pas ces tours. C'est un bâtiment très particulier qui est à l'entrée des Tarterets, au pied de la colline, et qui est complètement caché par la végétation qui a poussé tout autour. En fait, c'est l'ancienne chaufferie du quartier. Elle a été désaffectée il y a 11 ans, quand on a installé des convecteurs électriques dans tous les appartements. Alors ce qui est sûr, c'est que c'est un bâtiment qui est spectaculaire. Il date des années 70, il est en béton brut avec une très très longue cheminée et à sa base, une sorte de bâtiment cylindrique avec un toit qui ondule comme une corolle. Ça fabrique de grandes voûtes et on peut dire que c'est un bâtiment à la fois étrange, amusant. C'est un vrai petit objet bizarre et sophistiqué. Si vous connaissez le CNIT, ça ressemble vraiment beaucoup au CNIT. Alors en entrant, je suis tombée directement nez à nez avec la ministre du Renouvellement urbain, Valérie Létard. Bonjour madame. Et elle m'explique qu'en fait, ici, les architectes vont plancher sur ce qui va être un centre culturel. Comme vous le savez, quartier de demain, c'est mettre en avant le patrimoine caché, historique, architectural, remarquable. Vous avez ici un bâtiment classé qui est perdu derrière une végétation. Il suffit d'entrer dans ce lieu pour mesurer le caractère exceptionnel, extraordinaire, et qui va être un signal dans ce quartier qui est en train de se transformer dans son habitat, dans ses espaces publics, qui fait que ce quartier va être au bout du bout, un quartier dans lequel on va trouver des équipements publics de qualité, des hauts lieux culturels patrimoniaux. Et en fait, c'est en partant de ce lieu en fait, que plus personne ne voyait, eh bien, ça va devenir peut-être demain le signal pour toute une commune. Et quand on a la chance d'avoir un tel patrimoine, eh ben, on le sauve et on va y faire concourir toutes les plus grandes signatures internationales. Alors, eh ben, que les meilleurs gagnent et qu'on fasse de ce lieu un lieu qu'on viendra voir des quatre coins de la France et même au-delà. Voilà, le concours est maintenant officiellement lancé à Corbeil, à Coulommiers, à Sedan, à Pessac, à Caen, au Mans, à Manosque, à Lodève, à Marseille et à Colmar. Madame la ministre est repartie avec son aéropage et j'ai pu regarder l'intérieur de cette chaufferie, qui est encore plus spectaculaire. On est sur une mezzanine, en surplomb d'un grand espace vide complètement abandonné, qui accueillait avant les cuves de fioul. C'est hyper lumineux, avec de grandes voûtes vitrées. Cette chaufferie est un petit objet, mais peut-être le plus symbolique, celui qui aura le plus gros effet si on arrive à le transformer. On a 10 projets très différents. Celui-ci est monument historique. 10 projets, c'est très peu à l'échelle des 1500 quartiers politiques de la ville en France. Mais si on arrive à montrer qu'on peut le faire sur ces 10 projets-là, on peut éventuellement arriver à le faire et à le multiplier, à changer d'échelle ensuite sur le reste des quartiers politiques de la ville en France. Partir du déjà là, du patrimoine existant, de le révéler, de le magnifier, d'en prendre soin. Enfin, c'est souvent un patrimoine qu'on ne regarde plus. On est là ici pour le regarder et se dire qu'il vaut quelque chose et qu'il faut redonner du beau. Donc, on va travailler sur des nouveaux matériaux, on va travailler sur la renaturation de ces quartiers. Ce concours, il se distingue par énormément de détails dans lesquels on rentrera dans les prochains épisodes. Mais un des détails les plus importants, c'est que vraiment, les villes vont être associées à ce concours. La rénovation urbaine, jusqu'à présent, c'est plutôt quelque chose qui venait d'en haut, qui venait de l'État. Cette fois, ce sont vraiment les villes qui vont être aux commandes. Oumar Dramé est l'élu à la politique de la ville de Corbeil. J'ai donc voulu parler avec lui, d'autant plus qu'il a grandi au Tarteret. Vous l'avez vu cet endroit enfant, du coup, cette chaufferie ? Oui, je l'ai vu enfant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, elle est un peu cachée. Mais avant, c'était quelque chose qui était ouvert. C'était une chaufferie qui était fonctionnelle.
On y voyait souvent la fumée sortir, hein, comme toute chaufferie. Et c'était intriguant comme endroit quand vous étiez enfant? La première fois que j'y suis rentré, bon, je devrais pas le dire, hein, mais j'y étais rentré en tant que jeune enfant, voilà, en quête d'exploration. Et je me souviens que j'étais arrivé par ce côté-là où on surplombe là où il y avait les machines, et je me suis quand même dit, waouh, c'est immense, et qu'est-ce que je fais là? Passé cette fois-ci, j'y suis entré au tout début du mandat, où voilà, on est arrivé aux manettes, hein, avec un projet en rue qui, à notre sens, n'avait pas été assez débattu avec les habitants. Donc on est allé vers les habitants avec qui on a discuté de ce qui manquait à notre quartier. Et le constat était que voilà, il nous manquait un endroit qui nous permette de nous émanciper autrement que par le sport. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Tarteret, c'est un quartier où on a 1, 2, 3, 4 gymnases. Il ne faut pas que dans nos quartiers, notre seule porte de sortie ou d'émancipation, ça soit par le sport. La dernière bibliothèque qu'il y avait, la bibliothèque historique qu'on avait au Tarteret, elle a été détruite à la suite de l'an rue 1 en 2004, mais elle avait été reconstruite dans des préfabriqués, mais elle a brûlé en 2014. Qu'est-ce qui s'était passé? Bon, après, on est dans un quartier qui cumule pas mal de problématiques aussi, il ne faut pas le nier. Et donc, c'était un élément de revendication de certaines personnes qui estimaient que brûler des équipements publics permettait qu'on s'attarde sur leurs problématiques. Et depuis lors, du moins, il n'y a plus de médiathèque. Ça avait complètement disparu, en fait. Ça avait complètement disparu. À mon sens, on a sacrifié deux générations qui n'ont pas eu accès à la lecture dans leur quartier. Je me projette un peu dans mon enfance. La médiathèque, c'était un endroit où j'allais devoir. Voilà, ce qu'il faut savoir. Bon, voilà, je suis issu d'une grande famille où, dans notre logement, on n'avait pas forcément beaucoup d'espace pour pouvoir se poser, sortir des cahiers, lire, travailler un peu ce qu'on avait à travailler. Donc c'était un endroit où on pouvait se retrouver et ça nous permettait de pouvoir travailler ensemble et de penser, de lire. Je ne sais pas si vous entendez, mais Oumar Dramé, il parle de ce qu'on va faire dans ce lieu. Et ça aussi, c'est hyper important. L'idée, c'est pas juste de faire de l'architecture, aussi belle, soignée ou vertueuse soit-elle. Le concours va aussi consister à avancer évidemment sur des questions d'architecture, mais aussi parallèlement à élaborer ce qu'on appelle le programme, c'est-à-dire à quoi va servir le bâtiment. Moi, j'aime à dire que la vie ne passe pas que par le bâti. Parce que le bâti, c'est une chose, mais il faut voir comment on l'exploite et comment on le vit. Hein. C'est comme notre projet en rue où les décisions qu'on prend, c'est beaucoup destruction, reconstruction. Mais à quel moment on s'attarde au projet social? Quand je dis le projet social, je parle de quoi? Je parle de comment les gens y vivent à l'intérieur de ces quartiers. Hein. On ne vient pas dans un quartier juste pour dormir. Voilà. Ici, on a des habitants qui ont un attachement à ce quartier. Je pense qu'il faut toujours à des projets de bâti associer le comment on l'utilise, comment ce bâtiment vit et faire attention aux deniers qu'on dépense parce que ça reste de l'argent public. Et je pense qu'on ne serait pas sérieux à l'utiliser juste parce que c'est des effets d'opportunité. Ce qui va aussi beaucoup compter dans ce concours, c'est de faire participer les habitants. Et c'est assez amusant parce qu'on a vu plusieurs personnes du quartier passer une tête, poser des questions à Céline Laurent sur ce qu'allait devenir ce lieu que souvent, les habitants n'ont jamais visité. On lance une consultation qui s'appelle Quartier de demain et la chaufferie a été sélectionnée parmi 10 projets en France. Et donc, il va y avoir des architectes nationaux et internationaux qui vont répondre, faire une proposition. On va en choisir 3 et pendant 8 mois, on va travailler avec vous, avec les habitants et on va travailler avec la ville. Donc c'est l'État, la ville, l'agglomération, enfin tous ensemble qui allons porter ça pendant 8 mois pour choisir ensuite un lauréat, pour transformer ce lieu, travailler sur le programme, qu'est-ce qu'on va en faire. Alors ce sera un équipement culturel a priori, c'est le souhait de la ville, mais il y a beaucoup de choses encore à inventer. Comment on répare ce patrimoine, mais tout en gardant la force de l'architecture. Vous êtes du quartier ? Oui. Ça fait plaisir d'entendre qu'il y aura des travaux comme ça. Et voilà, hein, j'espère que tout le monde sera heureux, quoi, après. Voilà. Et vous n'étiez jamais rentré ? Jamais. Depuis tout petit, je suis jamais rentré. On voit ça de l'extérieur et je me suis dit que c'était un truc
Je sais pas, c'était un truc... c'était une usine, quoi. Je croyais que c'était une usine, moi, avant. Ça fait plaisir. Avant de repartir, Aziz Zougbi, qui est le régisseur de la ville et qui donc possède les clés de la chaufferie, nous a proposé de descendre au fond de la chaufferie par un tout petit escalier en colimaçon. Là, à mon avis, ça devait être des cuves à l'époque. Je sais pas trop, je n'ai pas le... Mais voilà, c'est... un énorme trou. Oui, c'est un énorme trou. Donc c'est pour ça, vous avez vu la profondeur un petit peu du lieu. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est là. On dirait une cathédrale. Voilà. C'est ça qui est impressionnant. C'est vraiment l'endroit emblématique de cette chaufferie. On est sous une très grande voûte avec des arches en béton. Et beaucoup de lumière, en fait. C'est très beau. Alors moi, je suis Aziz, régisseur technique de la ville de Corbeil-Essonnes, qui travaille à la culture. J'ai grandi au quartier des Tarterets, donc j'ai connu cette chaufferie avec les ouvriers, les gens qui travaillaient à l'intérieur. Et la première fois que je suis rentré à l'intérieur de cette usine, j'ai été réellement surpris de cette grandeur. On dirait une cathédrale. Enfin voilà, c'est un lieu qui est magnifique. Voilà. Non, mais vraiment, je suis ébahi de ça parce qu'en fait, on n'a pas eu la chance de rentrer à l'intérieur quand on était plus jeune. Et là, ça va partir sur un lieu culturel, donc c'est intéressant. Je suis arrivé, j'étais à Sarcelles, je suis arrivé, j'avais 11 ans. Voilà, 11 ans, et puis beau quartier, belle vie. Non, mais c'est vrai, on parle toujours des quartiers négatifs, mais en fait, on a grandi dans un quartier qui était difficile, mais en même temps, il y avait une joie de vivre, il y avait des échanges, et puis c'était cosmopolite, il y avait toutes les ethnies, c'était magnifique, voilà. Donc on marche sur un petit tapis de feuilles et de terre, en fait. Hein. Et ce qui est drôle, c'est que ça n'a pas été vandalisé. Il y a eu des clips de rap qui ont été faits ici, notamment il y a les graphes un peu des jeunes qui sont venus graffer. Ça n'a pas été vandalisé, ça reste un petit peu... on dirait qu'ils préservent le lieu. C'est ça qui est bien, en fait. Est-ce que vous avez le sentiment que ça peut être un signal assez valorisant, tout bêtement ? Moi, ce que je pense, c'est que cet endroit-là doit être important pour rayonner sur la ville. Voilà, parce qu'on a souvent tendance à ghettoiser les quartiers. Et en fait, l'idée, ça serait vraiment que les gens de la ville de Corbeil-Essonnes puissent venir dans un lieu comme celui-ci et participer aux activités qui y seront. C'est un point de vue personnel, mais je pense que c'est ça. Le rayonnement aujourd'hui doit être de Corbeil-Essonnois. C'est pas uniquement un projet des Tarterets. Et moi, je suis petit, donc je pourrais jamais donner mon avis sur ce truc-là, je pense. Pourquoi ? Il y a des concertations, voilà. Mais en tout cas, moi, si j'étais responsable, je m'orienterais là-dessus. Voilà. Maintenant, les prochaines étapes de ce concours, ce sont les visites des architectes sur les 10 sites. Nous, on sera à Sedan, dans l'est de la France, pour découvrir un autre quartier sélectionné pour Quartier de demain. C'était La Fabrique des quartiers de demain, un podcast de Camille Jusa réalisé par Clément Morel pour Programme B. Issu d'une réflexion interministérielle, le programme Quartier de demain est porté par le ministère de la Culture et le ministère du Logement. Il est conduit par le groupement d'intérêt public Europe des projets architecturaux et urbains.